Bonsoir à ceux qui sont par Zoom et bonjour à ceux qui vont regarder en différé par YouTube. Là, c'est le soir ou le matin. Aujourd'hui, on va passer un tout petit peu à une partie plus phénoménologique de la théorie, la compréhension de la situation. On a fait un parcours plus ou moins de quelques séances dans lesquelles on a abordé de façon plus ontologique, c'est-à-dire à quoi on nomme la situation, qui était un des objectifs, effectivement, ça reste un des objectifs fondamentaux parce que, comme on l'avait dit avec Bastien, le problème avec l'idée, les concepts, la notion de situation, c'est que c'est ce type de notion que tout le monde utilise. On croit savoir qu'est-ce que c'est, mais quand on demande qu'est-ce que c'est, ça devient moins clair, n'est-ce pas? Pourquoi ça devient moins clair? Parce qu'on dit, mais une situation c'est quoi? Une situation c'est un groupe de personnes et des objets, une situation elle est délimitée par quoi, par exemple, n'est-ce pas? L'idée c'est jusqu'où est une situation géographiquement, topologiquement, mais aussi jusqu'où est une situation par exemple dans le temps, n'est-ce pas? Alors, la vérité, c'est que les auteurs comme Sartre et d'autres qui sont beaucoup parlé des situations ne définissent pas la situation. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas une situation est, c'est comme ça, je ne sais pas, un morceau de réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelles sont les conditions d'émergence de cette situation, quelles sont les limites de la situation. Et donc, nous avons pris quelques séances, on va revenir avec, puisque notre mode d'exposition est un mode d'exposition organique et spiralaire, on va revenir à la question ontologique, mais là, on va un tout petit peu aller vers un truc plus de surface, si on peut le dire, puisque la phénoménologie, c'est que la surface. On va parler un tout petit peu des situations, mais déjà dans le sens plus classique, c'est-à-dire comment les différents auteurs et comment nous pouvons identifier une situation, une fois que, je vous rappelle justement, que nous avons défini la situation par rapport à l'universel, par rapport à la dispersion individualiste, on a défini la situation ontologiquement comme ce qui va émerger comme effectivement une monade de réalité. On a défini la situation comme ce qui nous permet de penser et agir de façon désubstantialisée, c'est-à-dire on disait une situation est une unité organique, alors on a défini l'organisme. On s'est un tout petit peu différent, on a beaucoup utilisé pour cela Match et Whitehead, non? Et on disait que, même pour expliquer ce qui va émerger, ce qui existe, la réalité, on expliquait effectivement que pour des auteurs comme Whitehead, il va définir l'existant comme, dans le sens lourd, dur. Il va dire ce qui existe comme des failles dans les continuums spatio-temporels, mais ce qui va passer à l'existence, parce que vouloir se demander mais quel est le mode d'existence d'une situation veut dire tout bêtement quel est le mode d'existence de la réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire la pensée de la situation implique une certaine conception ontologique et philosophique de qu'est-ce qu'est la réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand nous prenons la situation comme un nouveau socle, nous sommes en train d'abandonner la conception coloniale occidentale de la réalité comme l'universel qui s'est construit petit à petit à travers l'histoire, etc. On abandonne l'idée de la réalité physique concrète qui est là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on voit qu'on avait analysé et on avait présenté, je pense que pas mal, non? La rupture avec ce que l'Occident colonial va nommer réalité en montrant dans l'exemple de le monde newtonien, le monde des objets qui sont là
et qui ne changent pas, n'est-ce pas, qui sont là dans l'espace. Et on est allé vers, effectivement, l'hypothèse qui est la nôtre, en suivant quand même Whitehead, Mach, Simondon, c'est pas nous qui l'avons inventé, qui est de dire que la rupture du socle épistémologique, le socle profond de l'Occident, marque une rupture par rapport à le mode d'existence des objets, des animaux, des gens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour nous, donc, je rappelle ça parce que pour nous, donc, aujourd'hui, on va parler de la situation d'une façon plus légère, pour dire comme ça, mais pour nous, la pensée et la compréhension situationnelle est une pensée de l'existant, des conditions d'existence des choses, non? En sortant du binarisme cartésien, en sortant de l'idée newtonienne que les objets existent, pour aller vers cette idée de que cette hypothèse décoloniale qui est il n'y a pas des objets, il n'y a que des processus. Et les gestes que j'évoquais la dernière fois, et les gestes de la reliaison, n'est-ce pas, de relier ces objets qui apparaissent comme séparés, que ce soit le binarisme cartésien, fou, sage, homme, femme, animal, végétal, animal, humain, toute cette liste comme ça, cette taxinomie binaire cartésienne, tout à coup, nous avons dit, bon ben voilà, la fin de ces mondes-là est la fin de tout un mode d'autoproduction du monde, que pour comprendre le monde, c'est extrait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est l'humain qui veut comprendre le monde, c'est extrait. Et la crise de 1900, la crise qui commence, la crise du début de la fin de l'Occident, et quand du coup, nous ne sommes plus en capacité de comprendre les processus du monde en isolant des objets, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les liens s'imposent. Les liens s'imposent. Alors, les liens s'imposent. Alors, nous, on utilise beaucoup, et je le disais la dernière fois, on utilise beaucoup l'image de ce qui donne la physique quantique, la révolution, effectivement, épistémologique que c'était, parce que ça nous permet, par exemple, de comprendre que la réalité est un processus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même en ayant une vision très de surface, comme ça, de la physique quantique, on a cette idée de que la réalité sont des processus permanents, n'est-ce pas? Dans lesquels il y a condensation d'énergie pour qu'émergent des objets, etc. Donc la physique quantique, c'est ce qui a permis à l'Occident de tout à coup sortir du monde clos, newtonien, cartésien, pour retrouver les liens qui fondent. Effectivement, il existe toujours ce qu'on peut appeler un réalisme local, ça veut dire qu'à niveau micro, non, à niveau petit, pour dire comme ça, pas micro, mais à niveau petit, les choses se comportent comme Newton le définit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette table, elle résiste. Mais nous savons que cette table, elle résiste parce qu'au-delà d'un seuil, non, que le seuil de décohérence quantique, bon, peu importe, on a déjà présenté, au-delà d'un seuil, la dynamique subatomique n'agit plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, alors l'exemple bête, mais c'est le plus clair, vous savez, tout se passe dans le fameux exemple de Schrödinger, il va dire, dans le monde subatomique, les chats sont vivants et morts, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a une superposition d'états, c'est-à-dire il peut exister comme particule ou comme onde, ou une particule peut être à deux lieux à la fois, bon, etc. Toutes ces choses-là qui relèvent du monde subatomique, que nous pouvons interagir, étudier, mais on ne peut pas les comprendre, parce qu'effectivement, comprendre ça, c'est... on n'a pas d'équipe dans la tête pour comprendre ça, n'est-ce pas? Et alors, à partir d'un certain seuil, effectivement, il apparaît une certaine cohérence, une certaine consistance qui fait que les choses se comportent comme dans le monde newtonien. Mais l'Occident découvre
ces mondes des processus d'une intrication totale à travers la science. Et j'ai rappelé la dernière fois, ça c'est la voie de l'Occident. Mais à vrai dire, toutes les cosmogonies, toutes les cosmovisions indiennes, africaines, extrême-orient, elles sont toujours vécues dans un monde de liens, dans un monde d'interaction, dans un monde dans lequel il n'y a pas la séparation, n'est-ce pas, binaire, mais pas seulement binaire de genre. Il n'y a pas cette idée de que les individus et les objets existent dans une autonomie entre eux, et c'est entrechoquant comme les boules de billard, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le lien, il est antérieur. Quand je dis antérieur, j'ai du mal à prononcer, mais je dis des dedans, hein? Pas des avant. Là, j'avais bien prononcé, plus ou moins. Bon, sachez que je ne vais pas, de toute la soirée, je ne vais pas dire antérieur d'avant. À chaque fois que je dis antérieur, je veux dire des dedans, mais je n'arrive pas à les prononcer bien. Voilà. Alors, effectivement, même la dernière fois, je finissais en retournant avec les philosophes anthropologues décoloniales Couche, non, d'Argentin Couche, qu'il explique que les Indiens n'ont pas d'objet, n'est-ce pas, n'ont pas d'objet. Alors on dit non, mais ils sont des couteaux, ils sont des charrures, ils sont des sacs, bien entendu, mais ils ne sont pas d'objet, non pas parce qu'ils ne produisent pas des choses, mais parce qu'eux, ils ne sont pas des sujets. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils ne sont pas des objets parce qu'ils ne se placent pas dans un dispositif sujet-objet. Il y a une continuité entre les choses produites et les producteurs. Et il n'y a pas non plus la problématique d'une... Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rentrer ou c'est... Non, ils sortent d'une autre réunion. Il n'y a pas non plus la discontinuité connaisseur connaisseur objet connu, n'est-ce pas? Or, vous voyez bien comment pour l'Occident ça reste quand même très compliqué de penser quoi que en 1660 Spinoza il va expliquer ça. Spinoza va expliquer que la connaissance est l'émergence d'une nouvelle dimension, non, d'une nouvelle dimension dans laquelle les connus et les connaissants émergent dans une unité, n'est-ce pas? Bon, Spinoza explique ça tout à fait en contre-courant de l'Occident. Mais pour nous, c'est très compliqué, parce qu'on est absolument produit, construit dans un fonctionnement qui nous fait croire que nous sommes chacun des individus séparés. Et c'est à la fois, rien ne va plus de l'Occident, parce qu'on voit bien que si nous continuons à penser en termes newtoniens d'une séparation ontologique substantielle, par exemple, seulement pour penser le désastre écologique, rien ne va plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout à coup, on se rend compte, mais c'est drôle cette difficulté qu'on a en Occident de comprendre la non-séparation. Par exemple, moi je me souviens, quand j'ai commencé à étudier médecine il y a 3 siècles, qu'on étudiait tranquillement en biologie, on étudiait les cycles de charbon, par exemple. Charbon, on dit carbone. Carbone. Et comme ça, j'apprends les français. Les cycles de carbone. Non? Les cycles de carbone, je me souviens très bien que tu es là, tu étudies les cycles de carbone en première année, et tu étudies que, effectivement, et ton corps, et ta respiration, et l'atmosphère, et la terre, et les vers de terre qui vont te bouffer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il t'explique cette liaison. Tu étudies ça, et tu continues à te vivre comme un individu isolé, chose qui est très compliquée, vraiment. Et vous voyez, c'est ce type de savoir, c'est pas qu'on ne savait pas, c'est ça que je suis en train de dire, vous comprenez? C'est pas que les Occidentaux ignoraient qu'il y avait des cycles comme le cycle de carbone, le cycle d'hydrogène, tous les cycles, n'est-ce pas? Qui sont des cycles dans lesquels, effectivement, nous, en tant que corps, on est des morceaux, non? De ces liens, des morceaux, des liens, comment on dit, Des anneaux. Des chaînes, vraiment.
des maillons, alors c'est un autre mot, mais c'est pas grave, ça. Des segments. On est des segments, c'est-à-dire, tout, il n'y a aucun problème, vous comprenez, c'est-à-dire, on peut étudier, on peut enseigner, on peut travailler avec le fait que nous sommes des segments. Et pourtant, l'Occident a abordé l'idée que les vivants sont des segments des processus intriqués seulement quand le désastre de l'Anthropocène, non, a fait rappeler que les gestes galiléens pour connaître, j'isole avec un exercice de pensée, n'est-ce pas, une expérience de pensée, j'isole des éléments comme s'ils pouvaient être isolés, que ceci avait une limite. Et cette limite-là, ce n'était pas une limite de connaissance, c'était une limite catastrophique. C'était la limite de on doit prendre compte qu'on est lié. Et effectivement, ce qui est drôle, c'est que pour n'importe quel compatriote argentin, Mapuche, Quechua, Aymara, l'effet que tout ce qui existe sont des plis, des dynamiques et des processus. Bon. Alors, donc, nous nous sommes allés jusque-là pour dire qu'effectivement, la conception de l'existence désubstantialisée est une conception dans laquelle les processus après je voudrais savoir pourquoi c'était compliqué d'arriver, mais bon, les processus d'individuation, non, les processus à travers lesquels la réalité émerge, n'est-ce pas, dans laquelle il y a des niveaux de stabilisation, hein, ces processus ne sont pas, et pour cause, séparés. N'est-ce pas? Ces processus opèrent par bloc, pour dire comme ça. Hein, et c'est ce que Whitehead dit quand il dit, en commentant Héraclite, hein, c'est pas la permanence, la continuité du devenir, non? C'est pas la continuité du devenir dans le sens que, vous savez, c'est les fleuves qui, en continuité, devient. Il va dire, c'est le devenir de la continuité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette inversion? Whitehead va dire, c'est vrai que tout est processus, c'est vrai qu'on ne peut pas trouver des stabilités en soi, mais il va dire, le devenir agit par bloc, par monade, atomique, va dire lui. Et c'est là la base, disons, de la situation. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'il y avait la continuité du devenir héraclitien, il y aurait quelque chose d'une fluidité qui ne permettrait pas qu'il y ait une stabilisation. Or, nous voyons bien qu'il y a une stabilité. Hein. Nous les voyons, alors pour nous, ça s'appelle un socle de désintrication quantique. Ça veut dire que les phénomènes quantiques ne jouent plus à partir de certains socles. Okay. Pour un Indien de chez nous, tout est lié, ça empêche lui c'est Juan et le lama c'est le lama. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette séparation non ontologique, il la vit comme les plis et avec une cosmovision. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, on va aller vers la situation à un autre niveau. Et en revenant là où on s'était arrêté pour aller à la partie plus ontologique. On s'était arrêté dans une citation de Merleau-Ponty, quand Merleau-Ponty il va expliquer que notre corps, que nous vivons comme une unité, etc., est notre première situation. Hein? C'est-à-dire la première situation que nous vivons, que nous expérimentons, c'est notre corps. Hein? Alors, là, j'avais dit, on s'était arrêté là pour aller vers la partie plus ontologique, j'avais dit, il y a deux questions qui émergent. Une, qu'est-ce qu'est une situation? Hein? Et on est allé jusqu'à dire, nous concevons la situation comme un espace vectoriel. Hein? C'est des vecteurs avec une résultante, des vecteurs dynamiques. Et on disait, l'autre question qui n'est pas de moindre, mais où se trouve le sujet de l'énonciation? C'est qui a dit « mon corps » Vous comprenez? C'est-à-dire, et alors donc, c'est là où nous on disait,
le sujet de l'énonciation est un vecteur dans cet ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans une vision non substantielle, non binaire, le sujet de l'énonciation, qui veut dire mon corps, c'est celui qui énonce mon corps, est un vecteur de cette multiplicité. N'est pas ni celui qui totalise, ni celui qui synthétise, est une dimension possible, n'est-ce pas? Alors, on disait qu'il y avait une grande différence dans ce que Whitehead, Omatch, Simondon, tous les trois, hein, quand ils parlent d'individuation, non, l'émergence des objets, l'émergence des êtres, ils ne font pas de différence qualitative entre les êtres qui vont émerger. Non pas qu'ils ne disent pas qu'il y a du vivant et pas du vivant, mais ils ne font pas une différence fondamentale. Et ça, c'est dans notre philosophie de l'organisme, puisque nous revendiquons notre philosophie comme philosophie de l'organisme. C'est vrai que nous, on va dire, attention, parce que pour nous, oui, il y a une différence fondamentale entre les entités organiques dont nous faisons partie, non, et les agrégats. Ça, c'est un point très important. On va revenir quand on va parler de rapport avec les artefacts, avec l'algorithme, le monde algorithmique. Mais c'est vrai que nous faisons une grande différence parce que l'unité organique est nous disons une situation est une unité organique. Une situation est une unité organique. Ces problèmes, vous comprenez, quand on part dans la grande crise, dans les grandes crises, comme celle de 1900, tout à coup, la question c'est, mais qu'est-ce que sont les choses? Vous comprenez? C'est comme une crise de taxinomie. Tout à coup, on les voit bien, par exemple, quand d'une façon plus sociale et politique, on questionne le binarisme des genres. Qu'est-ce qu'on est en train de questionner quand on questionne le binarisme? On est en train de questionner la substantialité de qu'est-ce qu'est ce qu'on nomme une femme, qu'est-ce qu'on nomme un homme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se questionner dans ces grandes crises, on est en train de se questionner sur la nature de l'individu. Ici, nous avons deux choses. D'abord, on dit l'individu est un processus, hein, c'est-à-dire que, comme dirait Simondon, les pré-individuels se perpétuent, restent dans l'individu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu massif. Et alors on dit, bon voilà, là, la question c'est, bon mais maintenant, c'est quoi? Alors j'avais cité plusieurs reprises, je ne sais pas si certains parmi vous, de l'autre côté de la caméra, je vais voir, ils ont suivi les conseils d'aller voir les travaux de Florentin Stefano Mancuso. Parce que Stefano Mancuso est quelqu'un qui a fait des travaux très empiriques, très concrets comme ça, d'où émerge un questionnement des binarismes animal-végétal, par exemple, n'est-ce pas? Et dans lesquels il montre, non, dans ses travaux, c'est très accessible et très pédagogue. Stefano, je vous conseille, les bouquins sont traduits en italien, sont traduits en français. Et lui, ce qu'il va montrer, c'est que, vous voyez, la division radicale végétal-animal, elle est au moins beaucoup plus poreuse de ce qu'on croit. Non? À la fois, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de binarisme des genres, il s'agit d'animal et humain. Non? Nous, on est des humains. Bon, toutes ces frontières si substantialisées, si claires de l'Occident colonial, toutes s'estompent. Hein? C'est un estompement et un re-questionnement de comment s'individue, quels sont les processus d'individuation. Alors, pour nous, dans cette individuation, il y a quelque chose que c'est là notre apport, pour dire comme ça, c'est que nous faisons une différence, que c'est compréhensible, et que pour tout, il faut savoir, non, je l'ai dit déjà, mais il faut vraiment se mettre dans l'idée, tous ces penseurs, tous ces scientifiques, parce que Whitehead est un mathématicien, Match est un physicien, non, tous ces gens-là, ils sont très impressionnés par quelque chose qui, à nous, ça, apparemment, ne nous impressionne plus.
parce qu'ils sont, c'est vrai, non? Ils ont compris quelque chose de dingue, vous comprenez? Ils ont été contemporains de la découverte que ceci n'existait pas. C'est-à-dire que cette solidité de la table, cette solidité, cette consistance de la table est un état de l'énergie, est un état stabilisé de l'énergie. Vous imaginez, ça allait exploser la tête. C'est-à-dire, ils sont tous contemporains. Vous voyez, c'est parmi les grandes révolutions qui sont tellement grandes que tout le monde en parle, mais comprendre ce qu'on est en train de dire, ah, ça déjà c'est autre chose. Et ils sont tous éblouis, c'est pour ça qu'ils travaillent sur l'individuation, ils travaillent sur qu'est-ce qui permet d'émerger une consistance, un objet, parce qu'ils sont contemporains de la dissolution du monde. Vous comprenez? Le monde s'était dissous. C'est-à-dire, la matière était un état de l'énergie, un état plus ou moins stabilisé de l'énergie. C'est ce que Deleuze, non, un tout petit peu plus tard, mais à peine plus tard, hein, va faire la différence entre les virtuels et les actuels. Hein. Et les virtuels, c'est justement cette énergie pure, non, c'est sans forme pure, duquel émergeront toutes formes. Et d'un point de vue effectivement plus scientifique, Whitehead va dire, bon, mais effectivement, ce sont des failles dans les continuums spatio-temporels, qui sont des ruptures spontanées de symétrie, c'est-à-dire, ça veut dire que, vous voyez, je ne vais pas trop aller parce qu'il fallait avancer, mais effectivement, il va dire de cette soupe, non, des pré-particules ou des pré-champs, hein, il y a ces vides quantiques, que les vides quantiques, il faut les comprendre comme ces vides dans lesquels il n'existe même pas des pré-particules, il existe des champs, non, de trop basse intensité comme pour passer à l'existence. Alors ils sont dans une sorte d'équilibre thermodynamique. Alors, scientifiquement, on dit que ce sont des ruptures spontanées de symétrie qui permettent d'émerger des choses. Bon, peu importe comment le dit chacun, ce que je vais dire là-dedans, c'est que je voudrais que vous vous mettiez un tout petit peu dans la situation des gens qui tout à coup sont en train de constater que les mondes solides des objets dont ils font partie n'est ni solide, ni stable, ni substantiel. Vous comprenez? Bon. Après, effectivement, nous voyons les conséquences politiques, philosophiques, éthiques de la non-substantialisation. Mais quand même, c'est-à-dire la dissolution des entités fermées est quelque chose de beaucoup plus fondant et profond. Et c'est intéressant hein, quand on questionne, par exemple, la théorie des genres, quand on questionne les entités substantielles. C'est intéressant de savoir quand même que ces entités substantielles ne sont pas simplement des constructions idéologiques, sinon que correspondent à tout un mode d'autoproduction du monde qui, à partir d'un certain moment, n'a plus d'assises. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de dire, vous voyez, si moi je peux dire, ce trombone existe sous certaines conditions, mais même si pour moi il est tout à fait consistant, il reste dans une certaine inconsistance. Simondon il va dire, dans l'individué, il reste le pré-individuel, vous voyez. C'est quand même pas pareil de dire, oui, je peux reconnaître dans certaines circonstances une femme, un homme, mais il s'avère que cette substantialisation a une partie pas vraie. Vous comprenez? Une partie dans laquelle, quand même, ce qui apparaît comme si fondé sont des processus en plein développement. Vous comprenez? C'est pas pareil de questionner une taxinomie qui aujourd'hui nous apparaît réactionnaire, la questionner seulement idéologiquement, que de dire non, mais vraiment ontologiquement, le monde dans lequel ces objets stables existaient, ces mondes-là n'existaient plus. Et régionalement, les pommes continuent à tomber, effectivement, non? C'est-à-dire Newton, non? Les pommes continuent. Alors, parmi ce qui va émerger, tous ces auteurs
se contente, c'est beaucoup, hein. C'est celles qui connaissent différences et répétitions. Non, Deleuze il va parler de la condensation de ces champs, ce qu'on dirait ces vides quantiques, n'est-ce pas? La condensation qui fait qu'à partir d'une condensation émergent des choses. Alors, chacun, avec ces mots, ces concepts, ils vont définir comment les choses existent absolument différentes de ce qu'on croyait qu'il existait. Vous comprenez? C'est ça, chacun va l'expliquer. Dans cette préoccupation, bien entendu que tous ils font la différence entre les vivants et l'inerte, mais ils ne développent pas ça. Il n'y en a aucun d'eux qui trouve que ça c'est central. Ça c'est notre apport. Hein? Si on doit dire, mais nous sommes qui? Eh bien, nous sommes les chercheurs et les philosophes un pas de plus dans la philosophie de l'organisme. Pourquoi? Parce que nous, depuis une trentaine d'années, nous travaillons dans une hypothèse que je vais la dire rapidement parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est que c'est parce que le vivant a émergé à un certain moment qu'il y a une stabilisation, pour le dire comme ça, d'une portion de l'espace. C'est une connerie de dire comme ça, n'est-ce pas? Mais il y a une stabilisation. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que, et que ce qu'on avait écrit avec Bastien dans la singularité du vivant, on disait, le vivant, parce qu'il est découpé, n'est-ce pas? Parce qu'il est fini, hein? Parce qu'il est homogène, il crée de l'homogène à partir de l'hétérogène du monde. Deleuze ne dit pas autre chose dans la répétition. La répétition, c'est ça, hein, pour Deleuze. Pour Deleuze, la répétition, c'est tu prends l'hétérogène, et parce que cet hétérogène-là, il est capté, perçu, senti, ce sont tous les mots qu'utilisent tous ces gens-là, et Spinoza aussi, hein, parce qu'il est capté, senti par un organisme, cet hétérogène-là devient d'une certaine homogénéité. Mais l'organisme lui-même, il est, lui, produit par le devenir homogène des multiplicités. Vous comprenez? Alors, ce que nous sommes en train de dire, c'est que, au fait, les pas, qui peut être petit ou grand, peu importe, mais les pas que nous avons fait là-dessus, et c'est là-dessus que travaille notre groupe d'intelligence artificielle, notre groupe de biologistes, n'est-ce pas, travaille là-dessus, sur ces hypothèses-là de la singularité du vivant. Notre pas est de dire, c'est sous condition du vivant, de l'organique, que parce que organisé, participe à stabiliser l'ensemble de l'existant. Vous comprenez? Alors, je vais aller beaucoup plus loin, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Bastien dans un bouquin qui s'appelait Les nouvelles figures de l'agir. Au fait, c'est cette hypothèse qui peut sembler un peu bizarre, dans tous les cas, on ne va pas la développer aujourd'hui. Cette hypothèse répond à une problématique épistémologique très profonde, qui est le statut de la réalité. Hein? Pourquoi? Parce que la question, c'est de dire, pour le dire de la forme la plus stupide, non? Mais c'est comme ça que ça se pose. Est-ce qu'un rocher qui est au fond de l'océan, que jamais aucune personne va voir, est-ce qu'il existe? Et alors il y a toute la discussion, existe, n'existe pas, n'est-ce pas? Moi je viens moi-même de toute la tradition des Varela, dans lesquelles énacté, etc. Bon. Et dans ce que nous disons, c'est il existe une stabilisation d'une sorte de frange, non? Qui fait qu'à vrai dire, de par l'activité même du vivant, que nous concevons comme un champ biologique, hein, ce n'est pas des vivants, le champ biologique, de par l'émergence du champ biologique, il y a une stabilisation aussi des agrégats. Vous comprenez? Ça veut dire que, oui, le rocher que jamais personne va voir, personne ou une poisson ou une amibe, hein, c'est-à-dire le rocher qui est au fond de l'océan, aucun être vivant va percevoir, oui, il existe parce que l'action de l'organique, n'est-ce pas, l'action de ces champs biologiques
a été de stabiliser des modes d'existence, vous comprenez? Alors, on peut revenir si c'est un peu dur, mais dans tous les cas, notre hypothèse c'est celle-là. C'est une hypothèse dans laquelle que Barbaras, le philosophe Barbaras, lui, il parle de ça, il va dire ce que je vois, c'est quand même parce que d'une certaine façon, c'est donne à voir. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui construisons le monde. Bon, je vais finir avec ça pour celles qui aiment bien Deleuze. C'est le chapitre 2, la répétition en tant que répétition pour soi-même, comme ça s'appelle. Voilà, il commence avec ce que je viens de dire. Hein, c'est-à-dire comment c'est l'organique qui unifie, qui condense. Mais une fois encore, aucun de ces auteurs va dire entre un caillou et une amibe, il y a une différence radicale. Et notre travail est de dire si, entre tout ce qui est organique et a une différence radicale avec l'agrégat, en prenant des artefacts créés par les humains comme des agrégats, effectivement. Hein? Alors, et là, du coup, tu citais Barbaras, etc. Est-ce que, du coup, tu dirais que ce que vous essayez de faire, c'est de donner un support biologique à la phénoménologie, d'une certaine manière, ou pas? Bah écoute, d'abord, nous, ce qu'on fait par rapport à la phénoménologie, c'est déplacer du centre, du lieu qu'occupe la conscience, on met le vivant. Le vivant. Mais l'organique, par rapport à ta question, si bien tout le vivant est organique, pas tout l'organique est vivant. Tu vois, par exemple, la langue est une unité organique. L'urbanisme est une unité organique. Que nous avons appelé avec Bastien, les mixtes. Pourquoi les mixtes? Parce que sont des entités qui fonctionnent comme des organismes, mais ne sont pas autopoïétiques, ne sont pas autonomes. Ils dépendent que les individus soient là, sinon c'est une langue morte. Non? Alors, effectivement, nous mettons au cœur l'organisme, l'unité organique, en sachant que c'est pour ça qu'on parle des champs biologiques. Non? Donc, c'est pas du tout un biologisme, hein, parce que la vérité, c'est que dans la majorité des biologistes, n'ont pas une vision organique du vivant. Non, ne serait-ce que pour ça, l'immense majorité des biologistes, ils ont une vision bottom-up de biologie moléculaire, que le vivant apparaît mécaniquement du bas vers le haut en se complexifiant. Tu vois? En tant que nous avons une vision organique, bon voilà. Alors, voilà, ça c'est pour dire. Alors, le dernier mot par rapport à ça, c'est que les modes d'unification des agrégats dans lesquels rentrent les artefacts, et les modes d'unification des organismes dans lesquels rentrent les mixtes, comme je viens de dire, est tout à fait différent. L'agrégat est soumis aux lois de la mécanique pure, hein? C'est-à-dire action, réaction, résistance, n'est-ce pas? Et les rapports qui sont les parties qui composent un agrégat est un rapport de continuité par contiguïté. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec les laboratoires d'intelligence artificielle, non, sur la question des contiguïtés et continuité. C'est-à-dire, ça peut sembler tout bête, mais c'est fondamental, parce que effectivement l'histoire c'est que même dans les appareils les plus sophistiqués, les programmes les plus sophistiqués, la continuité continue à être par contiguïté. Vous comprenez? En tant que le propre de l'organisme, c'est qu'il y a une continuité entre les parties qui les composent qui n'a pas besoin de la contiguïté. Alors ça, c'est tout le monde reprend, et nous aussi, Kant dans la critique de la troisième critique, dans laquelle il définit l'organisme comme cette entité dans laquelle chaque partie est pour et par l'autre. Et alors on s'avère que les Italiens sont emmerdés parce que ça n'existait pas, de dire pour et par l'autre. Alors on dit, comme on dit per et tramite l'altro. Non, je ne sais pas si c'est comme ça, mais on pourrait dire per e tramite l'altra. In vista di a causa di. A causa del. Perché... non sais. On verra si c'est la bonne traduction. Et, alors, dans tous les cas, c'est pour et par l'autre. Alors,
pour vous faire une idée de qu'est-ce que ça signifie ça. Ça signifie un sacré truc, parce que jusqu'à une pensée de l'organisme, une continuité sans continuité, c'était la magie. C'est-à-dire, une continuité sans continuité, c'était la magie. Parce que si nous restons cartésiens, newtoniens, non, il faut une continuité des processus qui explique la chaîne causale. Non, s'il y a une continuité sans continuité, ben c'est la magie. Bon, effectivement, ce n'est pas la magie, mais c'est le mode d'auto-organisation de la matière, c'est un mode d'auto-organisation particulier de la matière, que Prigogine va nous donner la porte ouverte scientifique quand il va expliquer qu'est-ce que sont les structures dissipatives. Que c'est, pour le dire rapidement, c'est là où il existe des processus de négantropie, c'est-à-dire des émergences de l'ordre. Hein? Alors, effectivement, l'entropie générale des systèmes reste positive, mais Prigogine, c'est le premier qui a scientifiquement montré, il y a eu plusieurs qui ont avancé des choses, il n'y a pas que lui, mais bon, c'est lui qui va porter les noms, va montrer qu'il existe des modes d'auto-organisation de la matière qui, loin de produire mécaniquement de l'entropie, hein, la perte d'énergie, hein, l'énergie qui se dégrade vers la chaleur, au contraire vont produire de l'ordre. Hein? Bon. Alors, bon, voilà, pour nous, les organismes sont des organismes qui correspondent à un certain type de structures dissipatives. On coupe là parce que sinon Bastien va me punir. Parce que je ne suis pas entré dans ce qu'il fallait entrer. J'ai commencé à entrer, non? Oui, mais tu t'es arrêté. Arrêté un moment, d'accord. Okay. D'accord. Bon. Alors donc, nous faisons une grande différence par rapport à organismes et agrégats. Hein, une grande différence entre organismes et agrégats. Et nous disons, ni plus ni moins, que c'est parce qu'il y a eu l'émergence des entités auto-organisées qu'il y a une stabilisation de la réalité. Vous voyez? De la même façon que parce qu'il y a une décentrication quantique, il y a une stabilisation des objets, parce qu'il va émerger un mode d'auto-organisation de la matière organique, qu'il y aura une stabilisation des systèmes. Bon, tout ça pour dire que pour nous, une situation, justement, est cette unité ontologique. Non, mais si je disais juste au départ, après dire si je disais bonsoir, une situation est une unité organique, tu vois, ça aurait été un peu paradoxe. Alors, effectivement, nous disons une situation, nous nommons situation à ces unités organiques autoproduites, hein, qui doivent les caractères de rester égales à elles-mêmes au fait d'en permanence changer et se autoproduire. Hein? C'est ce qu'on nomme la mémété, l'effet d'être même. Hein? Un agrégat reste même tant qu'il garde ses parties extensives, qu'on appelle. Un organisme reste le même dans la mesure qu'il perd ses parties et se renouvelle. Et alors, nous regardons à la glace, jour après jour, année après année, et on se reconnaît. On dit, mais comment tu te reconnais si tu as changé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'on va reconnaître, hein, contrairement à une ontologie substantielle, c'est qu'on va reconnaître que la mémété va être donnée par un mode de changement. Vous comprenez? Il y a comme un style de changement qui singularise chacun de nous, d'un chien, d'une plante. Vous voyez, c'est un mode de changement qui singularise. La mémété, là ce soir j'ai différence et répétition dans la tête, alors je le dis. La mémété, c'est cette distinction qui va faire Deleuze entre la répétition nue, qui est la répétition du même, et la répétition habillée, va dire Deleuze, c'est pour ça qu'il le nomme. La répétition habillée est la répétition qui produit la nouveauté. Alors la mémété d'un organisme ne fait pas toujours le même. La mémété, le fait d'être le même, est dû à qu'en permanence produit la différence. Vous comprenez? La répétition produit la différence. Bien. On va arrêter là parce que c'est la différence aussi qui produit la répétition, mais on arrête là. Bien. Alors, nous on revient à Merleau. Merleau-Ponty, comme disait Sartre, non? Merleau-Ponty. Alors, Merleau-Ponty, il va dire mon corps, c'est ma première situation. Alors, on dit un corps est une situation est un espace vectoriel
Et le sujet de cette énonciation est un vecteur. Mais de quoi est-il fait? Cet espace, vous voyez, un espace vectoriel, c'est un espace restreint dans l'espace, une portion d'espace restreinte, dans lequel une série de vecteurs interconnectés produisent une résultante, et à la fois sont produits par la résultante. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils produisent une résultante, mais la résultante à la fois fait partie de chacun d'eux. Hein, c'est-à-dire, alors, cet espace vectoriel, il est fait. Qu'est-ce que sont les vecteurs? Quelles sont les multiplicités qui constituent mon corps? Eh bien, les multiplicités qui constituent mon corps sont des éléments et des parties, on peut dire. Des éléments comme les plus simples. Les éléments sont restreints. Les parties que je peux construire à partir d'un ensemble restreint d'éléments sont presque infinies. Pensez quand vous essayez juste de brûler un code pour entrer dans une porte, parce que vous avez oublié les codes. Il y a 9 chiffres, mais avec 9 chiffres, ça sont les éléments. Les combinatoires que vous pouvez faire, c'est les parties. Alors, une situation, elle est constituée d'éléments qui s'articulent de façon différente pour faire des parties. Et à la fois, les situations s'intriquent entre elles. Alors, quels sont les éléments venant à un bonhomme, une bonne femme? On dit, quels sont les éléments et les parties? Alors, on dit, bon, il y a comme élément, il y a par exemple le 90% des bactéries qui constituent un corps vivant. Hein? Il y a des doutes en ce moment si c'est 70 ou 80, non, c'est entre quoi et quoi les doutes? Je crois que c'est plus proche de 60 que 90. Ouais. Bon, d'accord. Alors, quand on a commencé à parler des biotopes intestinales, etc., qu'on a commencé à s'intéresser beaucoup aux bactéries qui nous constituent. Ce sont les cellules. Hein? Les cellules bactériennes, c'est en termes de cellules. Si. Mais parce que vous savez que le corps humain est constitué essentiellement des bactéries libres, pour dire comme ça, par exemple les bactéries intestinales, les bactéries qui sont dans la peau, etc., et des bactéries incorporées, comme les mitochondries, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries, les mitochondries qui sont un organule fondamental de chaque cellule, sont une bactérie, vous comprenez, c'est un organisme qui a été incorporé dans l'évolution des espèces. C'est-à-dire que c'est une bête qui fait partie de nos cellules et qui est fondamentale pour nos cellules. Alors, chacun de nous est une colonie d'éléments et de parties, qui forment des parties. Alors, ces vecteurs qui nous constituent sont effectivement les parties somatiques qui nous constituent, l'ADN avec tous les codes qu'il peut porter de la longue hérédité, mais encore un vecteur qui constitue un être humain, c'est certainement toute l'histoire de l'évolution, hein, c'est-à-dire dans chaque être vivant, toute l'histoire de l'évolution se manifeste sous un certain mode, la géographie, l'histoire politique, l'histoire des luttes, vous voyez, c'est-à-dire que la langue, c'est-à-dire que la résultante situationnelle qui constitue un individu singulier vivant est une infinité de vecteurs qui nous constituent. Hein? Une infinité de vecteurs qui nous constituent. Parmi lesquels la mémoire. La mémoire est très importante parce que la mémoire physique, je parle, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, la mémoire, c'est ce qui stabilise l'organisme actuel. Alors, de ce point de vue-là, nous disons, par exemple, si on simplifie un peu la chose, hein, on dit quels sont les éléments et parties qui constituent Jean-Pierre. Alors on dit, bon, Jean-Pierre, il est européen, il est mâle, il est, je ne sais pas, bon, on donne quelques vecteurs comme ça qui les constituent. Mais on donne aussi des vecteurs culturels, par exemple. Il est musulman, juif, chrétien, athée, il est latino-américain, français, vous voyez. Alors, ces vecteurs-là, en incluant les vecteurs somatiques, non, ces vecteurs-là
ne s'articule pas pour cette unité dynamique qui est cette personne-là, ne s'articule pas dans une sorte de pourcentage comme une recette pour faire un gâteau. Vous voyez, 10% de sucre, 30% de farine, je n'ai jamais fait un gâteau de ma vie, non, mais donc on dit, voilà, non, c'est pas tant de pourcentage. Ce qui est la particularité de chaque être organisé, c'est qu'il est 100% chacun de ces éléments-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas un mélange savant, ou pas savant, je sais pas, un mélange pourcentuel dans lequel, par exemple, on pourrait dire écoute, moi je suis 30% un homme, 20% argentin, et tu sais, pour moi, l'effet d'être né à Buenos Aires, ça fait quand même très important, donc on va mettre 50%. Bon, mais non, c'est pas comme ça. Les modes d'appartenance dynamique des vecteurs qui constituent un organisme vivant, et comme ça, sont à chaque fois, c'est 100%. Vous comprenez? C'est 100% de tout. Parce que chaque vecteur est 100%. Sans oublier que chaque vecteur est constitué d'une multiplicité de vecteurs, etc. Alors, ceci nous mène à un point qui est le fait de quel est notre rapport entre les éléments qui nous constituent et notre identité. Et là, on va parler plutôt socialement. On va parler plutôt socialement. Par exemple, je dis, je suis argentin. Vous ne pouvez pas savoir quel bonheur c'est d'être argentin. Mais bon, ça, ils sont de côté. Et surtout si vous êtes de Buenos Aires, mais alors là, vous sentez vraiment... Tous les autres se trompent, vous êtes les peuples élus. Mais bon. Alors, je dis, je suis argentin de Buenos Aires. Alors pour moi, effectivement, comme pour tous les porteños, comme on s'appelle, c'est très important d'être argentin de Buenos Aires. Alors je dis, cet élément-là, être argentin de Buenos Aires, je le partage avec quelques millions de couillons. Par exemple, qui sont votés Milei, vous voyez. Il y a des flics, il y a des militaires, il y a des banquiers, ouf, pire encore, vous voyez. Parce que bon, s'il n'y avait pas les banquiers, les flics et les militaires, ils seraient au chômage. Et alors donc, on dit, mais alors tout à coup, grosse déprime, vous voyez, une chose c'est être à Paris en écoutant du tango dans mon fauteuil club et dire, ah, moi que je suis argentin, de Buenos Aires, et autre chose c'est quand j'arrive à Buenos Aires, je vois tous les autres connards, non? Je dis, ah voilà, non attendez, je suis saxophoniste, vous voyez, et tout à coup je dis, non, d'accord, mais moi je suis saxophoniste, vous voyez, c'est-à-dire, et là vous voyez tous les camés, là, et vous dites, non, saxophoniste, non, quand même, bon. Et alors, la question, c'est une question très importante, mis à part toutes les conneries que je raconte, c'est une question très importante parce que l'élément partagé, c'est pas ce qui va créer le commun. Vous comprenez? L'élément qu'on partage, on est 100% chaque élément, mais l'élément que je partage, c'est pas ça qui va créer le commun. Le commun est toujours un agir à partir de la donne. Vous comprenez? La donne, c'est ce qu'on a, voilà, argentin, mec, je sais pas, papa, saxophoniste, voilà. Mais à chaque fois que j'essaie de créer du commun à partir de la donne, l'élément donné, la seule façon que j'ai de créer du commun à partir de la donne, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que comment je fais pour dire nous les Argentins? Il faut être très con pour dire nous les Argentins. Eh bien, nous les Argentins, les militaires à l'époque de la dictature, ils ont réussi des fois à dire nous les Argentins. C'était la dictature, ils massacraient tout le monde. Et voilà la stupidité humaine, majoritairement mal, mais bon paquet, le football. C'est incroyable, moi à l'époque j'étais en tôle, il y a les Coupes du Monde, et l'Argentine gagne. Voilà, l'Argentine gagne. Et je vois des copains, là, torturés, massacrés, et les gardiens criaient « Argentine, Argentine ». Bon,
Il n'y avait pas des antidépresseurs, sinon j'aurais pris la boîte. N'est-ce pas? Parce que tu dis, mais Argentine, quoi tu parles? N'est-ce pas? Eh bien, cette unité imaginaire était donnée grâce au ballon, hein, c'est-à-dire le côté guerrier des merdes dans le football. Non? Les militaires, ils ont gagné 3 ans entre la Coupe du Monde et perdre toute cette unité guerrière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre. Ils sont allés envahir les îles Malouines, ou Falkland, comme vous voulez. Alors, voilà, on est argentin. Bon, là, j'étais en France. Et j'étais déjà, on m'avait donné un coup de pied au cul, et j'étais arrivé en France. Et il y avait des copains dans l'atoll qui donnaient leur sang pour les patriotes qui allaient conquérir la Falkland. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut créer une unité à partir de la donne, parce qu'être argentin, c'est une donne passive. Vous comprenez? C'est passif. À chaque fois que j'essaie de construire une unité à partir de la donne passive, la seule possibilité, c'est la guerre. Et un exemple malheureux et bien actuel, c'est Israël. Hein? Quand vous prenez un juif arabe du Maroc, de la Tunisie ou de l'Éthiopie, et un juif russe de Moscou, de je sais quoi, un juif ashkénaze de Paris, un juif séfarade de New York, et vous les mettez tout ça ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, la seule façon que vous avez pour qu'existe une unité, c'est d'avoir un ennemi. L'ennemi, c'est la façon de créer une unité. Il y a d'autres façons de créer une unité plus pacifique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas par rapport aux humains. C'est que le tournant linguistique en France, c'est-à-dire cette idée de que tout est signifiant, etc. C'est par exemple de dire comment je peux nommer les trains de midi 45. Alors je dis, à la gare de l'Est, il y a un train de midi 45 qui part vers Reims. Vous pouvez constater. Il y a un TGV qui part à Reims à midi 45. Alors, un jour, vous arrivez, tous les wagons ont changé, mais c'est les trains de midi 45. Un jour, ils ont changé les wagons et la locomotive, c'est les trains de midi 45. Un jour, il part 1 heure plus tard. Alors, ils disent, mais le train de midi 45 est parti. Bon. Et un jour, il n'y a pas. Alors, ils disent, aujourd'hui, il n'y a pas les trains de midi 45. Donc, cette entité-là est une unité qui est une unité, pour le dire, linguistique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va unifier de l'extérieur en disant, en créant une unité abstraite qui s'adresse à une éventuelle unité matérielle, même si elle peut ne pas exister, l'unité abstraite reste, les 30 de midi 45. Bon. Le seul mode d'unification interne ça va, intérieur, non? Le seul mode d'intégration intérieur autoproduit, c'est l'organisme. Vous comprenez? C'est là la particularité de l'organisme, c'est qu'un organisme, c'est auto-organise. Bien. Alors, ces éléments, qui sont à chaque fois 100%, les rapports qu'on a avec ces éléments, non, les éléments qui nous constituent, ce n'est pas un rapport avec ceux qui partagent cette donne. Alors c'est un rapport avec quoi? Ben, c'est un rapport d'intimité. Vous voyez, c'est un rapport profondément d'intimité. C'est-à-dire que tous les éléments qui nous constituent sont des éléments que nous pouvons explorer, connaître, c'est les rapports qui nous constituent, comme dans le sens spinoziste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous pouvons connaître les rapports qui nous constituent en pure intimité. C'est-à-dire, si moi je veux être dans un rapport avec mon argentinité, pour peu que ça peut dire quelque chose, eh bien, ce rapport avec mon argentinité, je ne peux le trouver que dans l'intimité de ce que ces éléments-là argentins me constituent. Vous comprenez? C'est-à-dire, et si je veux créer du commun, eh bien, le commun ne se constitue jamais à partir de la donne. Le commun se constitue à partir des projets communs, hein, et le commun est toujours action. Le commun est toujours action. Je vous rappelle que même pour celles qui se rappellent de Karl Marx, et que même Marx, quand il va à définir la classe sociale, il ne dit pas que le fait d'avoir en commun, le fait d'être ouvrier, suffit pour être dans la classe.
Et il va faire une différence. Il va dire, il y a la classe en soi, et la classe en soi, c'est une série éparse. Et la classe pour soi. Et la classe pour soi, c'est une classe dans laquelle certains ouvriers partagent un projet commun. Vous voyez? Alors, nous sommes, ça c'est quand même un élément très important parce que effectivement, nous sommes dans un moment historique dans lequel, devant la grande crise sociale que nous sommes en train de vivre, historique, on voit bien comment il y a des essais permanents pour créer du commun à partir de la donne. N'est-ce pas? Alors, tout commun créé à partir de la donne ne peut être que contre quelqu'un. Hein? C'est-à-dire, parce que les éléments que je partage avec les autres ne suffisent pas pour créer des communs. Juste un point, Miguel, je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, c'est qu'effectivement la résultante, le 1 multiple qui unifie, et pas un vecteur de plus qui viendrait depuis l'extérieur donner une cohérence à l'ensemble des vecteurs qui nous constituent. La résultante, elle s'exprime à l'intérieur, depuis l'intérieur de chacune des dimensions dont nous sommes 100%. C'est pour ça que si on partage effectivement un même vecteur comme le fait d'être argentin avec 10 millions d'autres, évidemment ça ne détermine pas une trajectoire commune avec tous les autres. C'est pour ça que, par exemple, être convoqué par sa nationalité en 1940 dans la France de Vichy, pouvait soit donner lieu à la production d'un résistant ou d'un collabo. C'est parce que la résultante, elle s'exprime depuis l'intérieur de chaque vecteur et non pas comme un vecteur de plus qui de surcroît serait supérieur aux autres vecteurs. Oui, moi j'ai beaucoup dessiné la résultante au tableau, alors je ne vais pas encore faire la résultante. Vous avez un tout petit peu vous faire une idée ou de vous rappeler qu'est-ce que c'est une résultante d'un parallélogramme des forces, non? Qu'on apprend, je ne sais pas, en troisième, peut-être, non? Non, plus tard? Ouais, plus tard. Hein? Oui, plus tard, je pense. Beaucoup plus tard? Troisième, les maths et la géométrie, c'est le niveau très bas. Bon, non mais bon, les parallélogrammes des forces, bon d'accord. Alors, au doctorat de physique, quand vous apprenez qu'est-ce que c'est un parallélogramme des forces, l'idée, je l'ai dit rapidement parce que ça fait même honte d'encore dessiner au tableau le parallélogramme des forces, et tellement de fois je l'ai fait, c'est que il y a des forces physiques qui sont par exemple 3 personnes qui poussent un armoire. Ce sont des forces physiques, ça sont les vecteurs physiquement existants. La résultante est de quel côté va aller l'armoire, qui n'est pas ni l'essence de lui, ni de lui, et parfois il y a un con qui pousse même de l'autre côté, n'est-ce pas? Et alors, la résultante c'est quoi? La résultante c'est vers où va aller l'armoire. Mais la résultante ne correspond à aucune force physique concrète. Vous comprenez? La résultante est comment chaque vecteur, comment chaque un de ceux qui poussent l'armoire vont expérimenter la résultante. Parce que la résultante sera la résistance que l'armoire va faire pour chacun. Vous comprenez? C'est-à-dire, étant donné comme il pousse les autres, il y a une résultante, de quel côté va. Et je vais sentir comme résistance, la force que je sens comme résistance, c'est la résultante. Sauf que cette résultante est la seule force des parallélogrammes, de l'espace vectoriel, qui ne correspond pas à une force physique concrète. Alors, nous disons, tous les vecteurs qui constituent un individu sont des vecteurs consistants, réels, pour dire comme ça, correspondent à quelque chose, mais la résultante qui unifie, ce n'est pas un vecteur. C'est une pure dynamique d'unification. C'est une pure dynamique organique d'unification. Ouais. Bien. Je disais, là, une petite parenthèse, je disais que parmi les vecteurs qui constituent la mémoire, parmi les vecteurs qui constituent, parce qu'aujourd'hui on voudrait arriver à commencer un point important, après je reviens avec la mémoire, mais un point important c'est que la situation, pour nous, devient ce qui va prendre la place de, pour le dire comme ça, le sujet agissant, l'agent qui agit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si ce n'est pas l'histoire, si ce n'est pas la classe, si ce n'est pas l'individu, on dit, qu'est-ce qui agit? Or, agir veut dire, effectivement,
ce qui est en dispute, pour dire comme ça, ce qui est en dispute, c'est qu'est-ce qui agit librement. Vous comprenez? Alors, on dit Dieu agit librement. Non, l'individu agit librement. Non, le groupe agit librement. Bon, et il y a plusieurs candidats, et historiquement, et les différentes cultures vont dire qui agit librement. La Pachamama, chez nous, agit librement. La Mère Terre agit librement, par exemple, n'est-ce pas? Alors, qui agit librement apparaît comme le sujet de l'histoire. Hein? Les sujets. Le ou les sujets. C'est lui qui agit librement. Agir librement, ça veut dire agir causa sui. Causa sui, ça veut dire que tu es ta propre cause. Bon. Alors, la situation pour nous, pour dire ça, non, pour avancer ce point-là, pour nous, effectivement, si nous on avance que la situation est une unité organique, que la situation est la condition d'existence d'un niveau de stabilité, de réalité, ben pour nous, ce qui agit, ce qui est causa sui est la situation. Alors, il faut bien comprendre que si bien Jean-Pierre peut être, à un certain moment, un individu peut être une situation, parce que mon corps est ma première situation, c'est dans certains moments, ça dépend dans certaines dynamiques. Pourquoi? Parce que comme l'individu n'est pas substantiel, la situation, elle défait l'unité individuelle et les éléments qui formaient l'individu forment part au même moment d'autres situations. Vous comprenez? C'est-à-dire que les éléments et les parties qui me constituent en tant que corps, ces mêmes éléments et parties, au même moment, c'est pas après ou avant, au même moment font partie et sont éléments d'autres situations. Alors, quand je dis la situation est causa sui, ça ne veut pas dire du tout retourner à l'individu est causa sui. Par contre, on peut dire, comme l'individu, dans certaines circonstances, est une situation, en tant que situation, il y a des éléments causa sui. Mais il n'est pas causa sui en tant qu'individu. Il est causa sui en tant que multiplicité agencée, mais en permanence, les éléments et les parties qui composent l'individu, agencés avec d'autres éléments et parties, constituent d'autres situations. C'est pour ça que quand Plotin il dit comment je peux dire ceci dépend de moi. Vous voyez, tel acte dépend de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi? Non? Ce qui dépend de toi, c'est difficile à savoir. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de toi en tant qu'une unité causa sui, mais il y a un tas d'autres choses qui ne dépendent pas en toi unifié, n'est-ce pas, auquel tu participes. C'est compréhensible. C'est-à-dire, c'est ce mélange, bon, on va revenir là-dessus. Dans tous les cas, les derniers éléments que je voulais aborder par rapport aux éléments qui nous constituent en tant qu'individus, c'est la mémoire. La mémoire, c'est très très important parce que les situations sont des situations qui peuvent par exemple être très éphémères. Je ne sais pas, apercevoir la beauté, par excellence, en philosophie, c'est ce qu'on donne comme une situation éphémère. C'est-à-dire, la beauté n'est pas ni dans l'objet, ni celui qui regarde, émerge, non, comme une expérience, comme une dynamique. Pas? Et c'est éphémère. Pas? Une situation peut être éphémère parce que tout à coup, entre deux entités, émerge une troisième entité qui est aussi une situation. Alors, une situation a une durée différente. Une situation a une durée différente. Une espèce est une situation étendue. Chaque espèce est une situation étendue. Une situation qui se prolonge dans le temps. De la même manière que chaque corps est constitué de cellules, restons au niveau des cellules. Alors, ces cellules doivent mourir en permanence pour que l'unité corps existe. Le corps meurt quand les cellules arrêtent de mourir. C'est-à-dire, quand les cellules arrêtent de mourir et se renouveler, arrêtent de mourir, le corps meurt. Voyez? Bon, l'espèce, dans ce sens-là, l'espèce est un certain mode de situation parce que l'espèce aussi se manifeste à travers les individus qui la composent, mais ces individus sont aussi des parties qui doivent mourir pour que l'espèce se prolonge.
c'est là aussi l'aberration terrible des transhumanistes, non, avec leur histoire de non-mourir, cette histoire hyper individualisante, non, des transhumanistes de la Silicon Valley, tous ces gens-là, qui créent une sorte de... sont dans une récréation d'une individuation qui doit être pérenne. Ce qui compte, c'est l'individu. Hein. Ou sinon, c'est bon, c'est Madame Thatcher quand elle dit la société n'existe pas, il n'y a que des individus. N'est-ce pas? Imaginez-vous si nous on transpose ça à dire l'individu n'existe pas, il n'y a que des cellules. Hein, bon, il y a des cellules. Non, oui, il y a des cellules, n'est-ce pas? Mais même dans cette cyclicité, n'est-ce pas? Cette fâcherie qui a eu l'Occident toujours avec la mort, non? Cette fâcherie que vous savez, de façon très différente, toutes les autres cultures, ils sont en rapport beaucoup plus pacifié avec la mort, hein? C'est-à-dire, il y a des cycles, je ne pense pas, il y a des gens qui meurent très pacifiés, n'est-ce pas? Et d'autres qui ne veulent absolument pas, etc. D'accord? Il ne s'agit pas d'un vécu individuel, il s'agit de socialement et culturellement. Il n'y a que l'Occident qui est la société qui a eu un rapport si phobique envers la mort, non? Parce que comme il va se fonder sur l'existence centrale de l'individu, après moi les déluges, non? Après moi les déluges. Et on voit bien cette difficulté qu'a l'individu occidental à comprendre qu'il se prolonge dans la vie, non? Et que la vie est quelque chose auquel on participe en tant qu'unité, mais que personne n'a acheté la vie. Hein, on n'est même pas des locataires, on est des squatteurs, hein, de la vie. Hein, c'est-à-dire on est squatteurs de la vie. Et le fait que notre affaire, c'est que la vie n'est pas quelque chose de personnel. Alors c'est dénoncé qui semble bizarre, moi je travaille avec un groupe de psy, non? Et un axe de recherche, c'est ça, comment on fait de la psychopathologie quand on assume que la vie n'est pas quelque chose de personnel. Ou plus encore, plus elle est personnelle, moins elle vit. Quelqu'un veut lire sans accent ce texte d'Ado sur Plotin. Toi, par exemple. Et puis, Rital, un Rital encore, je sais pas. Mais lis lentement. Hein. Lequel? Le Surligny? Les stabilités. Stabilité. Tout le paradoxe du moi humain est là. Nous ne sommes que ce dont nous avons conscience. Et pourtant, nous avons conscience d'avoir été plus nous-mêmes dans les moments précis où, nous haussant à un niveau plus élevé de simplicité intérieure, nous avons perdu conscience de nous-mêmes. C'est compréhensible. C'est-à-dire, le paradoxe du fameux moi humain, c'est qu'on n'a jamais autant existé qu'au moment où justement on a accepté les débordements de ces moi, l'oubli de ces moi. C'est pour ça que les moi, loin d'être ces moi de l'énonciation qui dit je suis, mon corps est ma première situation, eh bien c'est un vecteur, mais loin d'être le vecteur plus important, la conscience en permanence brouille. Il y a un autre passage, mais là c'est Plotin lui-même, je peux dire celui-là, par rapport à la conscience et le corps. Avec Bastien, on avait travaillé pendant quelques temps, et on avait vu que c'était la préhistoire de la IA actuelle, non? On voyait qu'est-ce que ça faisait quand on mettait des capteurs, non? Un tas de capteurs pour capter la tension artérielle, la glycémie, tout ce que... Il y a plein de capteurs non intrusifs. Et avec un tas de capteurs non intrusifs, tu peux avoir sur ta montre connectée un tas d'informations sur ton métabolisme. Et ce qui était drôle, c'est que la première chose qui apparaissait, c'est que dès que quelqu'un avait une sorte de conscience de son métabolisme, la première conséquence, c'est que ça déréglait le métabolisme. Non? Parce que la conscience, loin d'unifier, la conscience fait chier. Ouais. Juste Plotin ou le commentaire avant aussi? Non, tu vas lire les deux si tu veux. Okay. C'est Ado, c'est Pierre Ado. Ouais. C'est Pierre Ado, c'est un très très beau bouquin sur Plotin, très très beau. Et là, il y a les commentaires de Pierre Ado et après un passage de Plotin. Donc là, c'est le commentaire de Pierre Ado. La conscience apparaît en quelque sorte lorsqu'il y a rupture d'un état normal.
La maladie, par exemple, provoque un choc qui nous en fait prendre conscience. Mais nous n'avons pas conscience de l'état de notre corps. Si nous sommes en bonne santé, pardon, je reprends parce que là, je n'ai pas du tout suivi les ponctuations, donc vous allez rien comprendre, mais nous n'avons pas conscience de l'état de notre corps si nous sommes en bonne santé. Il y a plus grave, et donc là, Adocide Plotin. Ainsi, les prises de conscience risquent d'affaiblir les actes qu'elles accompagnent. S'ils ne sont pas accompagnés de conscience, les actes sont plus purs, plus actifs, plus vivants. Et certes, aussi, lorsque les hommes de bien parviennent à un tel état, leur vie est plus intense parce qu'elle ne se déverse pas dans la conscience, mais qu'elle est concentrée en elle-même, en un même point. Et vous comprenez ce qu'il va dire Plotin là, non? Pirado commente ce qu'il va dire Plotin. C'est fantastique parce que ce qu'il va dire Plotin, nous on a travaillé terre à terre, que c'est notre truc, toujours de chercher terre à terre à quoi ça correspond. On a travaillé en neurophysiologie avec des exemples tout cons. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de jouer au ping-pong. Quelqu'un qui est en train de jouer au ping-pong est en train de faire des calculs de physique mécanique, de trigonométrie, un tas de calculs, n'est-ce pas, que le corps fait. Le corps est en train de calculer. Imaginez-vous si tout à coup il devient conscient de ses gestes. Qu'est-ce qui se passe? Il perd la balle. Vous comprenez? Alors, ces exemples-là sont les exemples que Plotin, non, il va dire, c'est-à-dire en quoi la conscience que nous tenons comme si centrale, si importante, en quoi la conscience, c'est pas que, on va dire, en dehors de la conscience, c'est important de voir que c'est un vecteur, vous comprenez, mais en quoi l'Occident, en mettant la conscience au cœur, ce qui va faire l'Occident, c'est diminuer la puissance d'existence même du corps dans ces cas-là, par rapport à ce qu'on parle. Parce que le corps, qui manifeste son lien en plus avec l'environnement, c'est pas un corps, jusqu'ici c'est mon corps. Alors, le corps agit, et à chaque fois que nous essayons d'unifier, de discipliner notre agir par un entonnoir conscient, ce qu'on fait, c'est qu'on casse la dynamique propre du corps. C'est bien l'heure, là, non? Ouais, ça. Et alors, la conscience, l'Occident va mettre deux éléments parmi ceux qui constituent la multiplicité. Il va mettre deux éléments, la conscience et la raison. Alors, nous disons, la mémoire est un élément effectivement unificateur, contrairement à la conscience et à la raison. La conscience, pour la conscience, rapidement, on a fait un tout petit peu, on a évoqué, en quoi la conscience, loin d'unifier, loin d'agir sous condition de la conscience, c'est-à-dire, je sais pas, c'est-à-dire on ne compte pas la myriade d'écrits et des positions politiques, philosophiques, morales qu'un Occident appelle à la conscience pour agir, n'est-ce pas, qui est le mode de colonisation des corps de l'Occident. L'autre mode de colonisation des corps de l'Occident, c'est la raison. Alors vous avez la raison, le problème avec la raison, c'est, comme on dit, non, on s'est émancipé des dieux, on s'est émancipé du patron peut-être, mais pour tomber dans la pire des tyrannies, qui est la tyrannie de la raison. Pourquoi? Parce que en agissant en suivant la raison, on se croit libre. Vous voyez? C'est-à-dire que quand j'ai obéi au roi, je ne me crois pas libre. Quand j'ai obéi le patron, je ne me crois pas libre. Mais l'Occident a réussi cet entonnoir de la multiplicité que nous constitue, non? Cette disciplinarisation, à travers cette croyance que la raison, qu'effectivement la raison est un vecteur, c'est-à-dire les humains sont parfois raisonnables, parfois. La plupart du temps, pas, il y a des gens qui jamais dans leur vie sont raisonnables. Mais l'Occident, il va créer ce binarisme rationnel-irrationnel. Non? Or, pour nous, éclater cette discipline, c'est non pas aller vers l'irrationnel, mais se rendre compte que les vecteurs qui constituent l'être humain que nous sommes sont les désirs, la pulsion, la passion, l'imaginaire, les goûts, les tropismes, vous comprenez, que
n'ont aucune raison d'être raisonnables. Ça, petite parenthèse, parce qu'on va revenir par rapport à l'algorithme, une des raisons de notre facilité pour tomber absolument soumis au monde algorithmique, c'est que le monde algorithmique est un monde entièrement rationnel. Vous voyez? C'est un monde entièrement rationnel. Et donc, effectivement, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de corps. Hein? C'est-à-dire, alors, moi, dans cette si j'ai continué à assimiler colonialement l'être humain à l'animal rationnel, il n'y a aucune possibilité de s'émanciper de la tyrannie algorithmique. Vous comprenez? Parce que, voilà, c'est la rationalité pure. Alors, la mémoire comme un autre vecteur, c'est un vecteur de plus, mais c'est un vecteur très important. Pourquoi? Parce que quand on parle de mémoire, on n'est pas en train de parler de la mémoire comme information. Hein? Ce n'est pas les informations que j'ai. Hein? Les informations que j'ai, ça fait partie plutôt, c'est structuré comme la langue, quelque part. Hein? C'est-à-dire, ce sont des informations que je peux reproduire, ou des souvenirs, etc. La mémoire vivante est celle qui va sculpter nos corps, non? Nos cerveaux. Déjà, parlons à niveau cerveau. Comment fonctionne la mémoire dans un cerveau? Eh bien, la mémoire dans un cerveau fonctionne absolument pas du tout comme dans un ordinateur. Quand moi je rentre des données dans un ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Je rentre un tas de données, ces données doivent rester là. Hein? Après, par corrélation, boum, 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 ressort les mêmes données. La mémoire, pour les êtres vivants, parlons des mammifères ou des hommes, mais les autres, c'est un peu différent, mais c'est la même histoire. La mémoire, pas du tout. La mémoire, en parlant d'un point de vue neurophysiologique, comment agit la mémoire? Chaque expérience que nous avons, petite ou grande, chaque expérience va modeler les synapses, les neurones et les réseaux neuronaux. Et l'ensemble du cerveau. Sculpté, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si, tout à coup, chaque expérience crée des bosses et des creux. Vous voyez? Chaque expérience crée des bosses, des creux, des nouvelles connexions, des migrations de neurones, vous comprenez? Modifie même le neurone en soi. Hein? Et ces modifications physico-chimiques déterminent des formes qui, à chaque fois que les stimuli nerveux traversent ces paysages-là, va à évoquer sous un certain mode ce qu'on était. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le passé, c'est le présent du passé. Vous comprenez? C'est le présent du passé. Ce passé-là, il est présent. Pourquoi? Parce que ce passé-là, c'est la sculpture même de mon cerveau. Vous voyez, la sculpture physico-chimique. La forme qui va prendre mes connexions, mes réseaux neuronaux, mes neurones. La trace mnésique modifie aussi la vitesse des transmissions synaptiques, par exemple. C'est une modification matérielle, absolument matérielle. Eh bien, donc le passé, c'est quoi? Le passé, ce n'est pas quelque chose qui est derrière dans une temporalité topologisée comme une route. Je dis hier. Le passé, c'est quelque chose qui existe au présent, qui est là. Le passé, il est là. Le passé, pour le dire comme ça, c'est à concevoir peut-être comme ces paysages que le présent parcourt en permanence. Vous comprenez? Et les futurs, ce sont les virtualités, les possibles qui se présentent au même paysage. Vous comprenez? C'est-à-dire que passé, présent et futur existent dans cette articulation insécable dans laquelle ce que l'on nomme présent, c'est-à-dire l'actuel, pour parler comme Deleuze, hein, l'actualisation, l'actuel. L'actuel est cette dynamique qui circule sur ce qui existe, n'est-ce pas? Qui est ce paysage. Il ne circule pas séparé. C'est important de dire que c'est insécable dans le sens que ce n'est pas que l'information circule sur un support, hein, c'est attention. Hein.
C'est-à-dire, c'est l'interaction de ces bosses et ces creux. C'est l'interaction même matérielle, hein, qui produit comme une vague, comme une onde. Hein. Il n'y a pas une information qui passe, non, sur un paysage. C'est le même paysage dynamique qui, en se réactivant, actualise passé, futur et présent. Et c'est intéressant parce que la conscience, trop croire à la conscience, trop structurer nos vies par la conscience, et cet appauvrissement de la profondeur du présent. Vous comprenez? C'est-à-dire que la conscience nous fait croire quelque chose de très très particulier, nous fait croire à la temporalité de la montre, nous fait croire à qu'il y a une seconde. Or, la montre mesure mal des durées des processus. Ce qui existe, ce sont des processus qui ont une durée. Cette durée-là, je sais pas, je mets un sablier. Alors je compte combien de temps les sables tardent pour tomber toutes. Et d'accord, mais les sables qui tombent n'est pas numérique, hein, c'est là où, encore ce soir, c'est Deleuze, je passe la vue. Et quand Deleuze va écrire « le réel n'est pas numérique et le numérique n'est pas réel ». Vous comprenez? C'est un tout petit peu comme on dit « il ne fait jamais 13 degrés ». Vous voyez, on dit « il fait 13 degrés ». Et nous les Occidentaux, et plus encore maintenant avec tous les cacaphones et toute cette merde qu'on se balade, on ne regarde pas par la fenêtre. Il fait 13 degrés. Et bon, le problème, c'est qu'il ne fait jamais 13 degrés. Vous voyez, 13 degrés est une mesure arbitraire d'un processus continu. C'est une mesure arbitraire. De la même façon, en neurophysiologie, c'est quelque chose qui moi m'a fasciné, et ça m'a doublement fasciné parce que j'ai essayé d'intéresser plusieurs collègues pour qu'ils fassent des recherches là-dessus, et apparemment ça ne marche pas. C'est les fenêtres temporelles, non? Il y a quelques temps, nous avons commencé à travailler à partir de cette évidence de ce qu'on appelle la fenêtre temporelle. C'est quoi une fenêtre temporelle? C'est comment le cerveau construit le présent. Comment construire le présent? Alors l'exemple, je l'ai donné 1000 fois, mais bon, l'exemple c'est quoi? L'exemple c'est vous me voyez et vous m'entendez au même moment. Chose qui n'est pas possible, parce que vous me voyez longtemps avant de m'entendre. Alors il y a des neurones retards qui stoppent l'image jusqu'à ce que les sons arrivent. Alors, nous sommes en permanence dans un présent qui est une production complexe, non? Faite de ces passés présents, ces futurs présents, de ces montages. Hein? C'est un véritable montage comme au cinéma. Hein? On arrête la vision jusqu'à qu'arrive le son. Non? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, qu'on est tous disciplinés et formatés à l'occidental, c'est très difficile de comprendre que les autres cultures ne vivent pas, tant qu'ils ne sont pas archi-colonisés, ne vivent pas dans la temporalité de la montre. Vous comprenez? Ne vivent pas dans la temporalité de la montre. Ne serait-ce que par le fait de que il n'est pas midi quand la montre dit que midi, mais quand le soleil est au zénith, non? Ne serait-ce que pour ça. L'unification des temps et des mesures et des poids. Hein? Alors, effectivement, la mémoire est très importante parce que la mémoire, c'est cette présence de la longue durée. Dans chaque cerveau, dans chaque être vivant, il y a la trace de toute la longue durée. Et chaque cerveau est singulier. Pourquoi? Est singulier parce que nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Avec la singularité humaine, il faut toujours faire attention au narcissisme, non? Parce que, comme on dirait, les humains, ils paraissent très singuliers et différents parce qu'on les voit de trop près, non? Parce que si on prenait un peu de distance, vous voyez, on aurait autant de mal que différencier la fourmi A de la fourmi B. Vous voyez, essayez de baptiser des fourmis et de dire je vais suivre Manuelita, non? Mais au bout d'un moment, vous avez du mal, mais c'est Manuelita, c'est Juanita, non? Bon, les humains, nous, commençons à regarder très très près, on
on exagère la grande différence, non, la grande différence. Mais effectivement, la mémoire, il faut la concevoir comme ça. C'est-à-dire, la mémoire, il faut la concevoir comme cette singularité pour chaque espèce et pour chaque individu de l'espèce, dans laquelle tout y est dans un certain mode. Vous voyez? Dans un certain mode. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un œuf au plat, il va faire l'œuf au plat, en suivant comme on fait un œuf au plat. Mais même dans les moindres de nos gestes, cette dynamique intégrée d'une singularité fait que dans les moindres de nos gestes, il y a une continuité de cette singularité qui nous compose. Vous comprenez? Dans les moindres de nos gestes, il y a quelque chose que tu le fais par rapport à ta mémoire. Non? Hier, il a commencé en Argentine une semaine de commémoration du dernier coup d'État. C'était le pire des coups d'État, et encore, effectivement, les séquelles sont là parce qu'il y a un gouvernement négationniste, parce qu'on a mis en tôle les dictateurs et les tortionnaires, mais ils veulent les amnistier, bon, je vois rien de tout ça. Et alors, hier, je devais commencer la semaine avec une intervention, à distance malheureusement, et les premiers pas, c'était de dire attention, parce qu'on n'est pas en train de parler des mémoires, vous comprenez? On n'est pas en train de parler qu'il y a eu un coup d'État. On est en train de parler et de reconnaître comment ce coup d'État a façonné, a sculpté toutes les mémoires. Vous comprenez? C'est-à-dire que les coups d'État, comme un élément très fort, il ne faut pas les chercher dans les bouquins d'histoire. Il faut chercher comment j'ai été façonné par ces coups d'État. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait de moi? Comment se manifeste dans moi, ça? Parce que les chercher dans les bouquins d'histoire, c'est très important. Mais le problème de les chercher seulement dans les bouquins d'histoire, c'est que les bouquins de l'histoire, ils peuvent être aussi négationnistes. Par contre, comment vous avez été façonné, ça c'est une évidence immédiate. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette évidence immédiate de quoi je suis fait. De quoi je suis fait, qu'est-ce qui m'a fait. Bien. Alors, quand on parle des situations, on va revenir à la situation humaine. Quand on parle des situations, on l'avait déjà développé, alors je vais le développer aujourd'hui. Pour nous, ce qui unifie la situation, c'est donc cette résultante. Une situation n'est pas unifiée par un périmètre, elle est unifiée par une dynamique intensive. On l'a beaucoup expliqué, aujourd'hui on a nommé la résultante, je ne vais pas revenir là-dessus. Bien que toute répétition implique une nouveauté. Mais bon, au bout d'un moment, les gens ils sont marre. Et donc, effectivement, une situation elle est définie par une intensité qui l'unifie. Une intensité qui l'unifie. Alors, il y a très longtemps, mais très très longtemps, dans un de mes bouquins, j'avais cité un film qui m'avait beaucoup marqué et qui existe, et vous pouvez le trouver. C'est un film japonais basé sur une petite nouvelle. Au Japon, il y a eu un grand mouvement existentialiste dans les années 60, non? Et lui, c'est un auteur qui s'appelle Abe Kobo. Et le film s'appelle La femme de sable. La femme dans les sables, la femme de sable. Tu le connais? Fantastique. Bravo. Et alors, la femme de sable, qu'est-ce qui se passe à la femme de sable? Dans la femme de sable, nous voyons, c'est une réflexion pratique. Je suis admirativissime de cette cinéaste, non? La nouvelle d'Abe Kobo est toute petite, mais le cinéaste a montré ce qu'est une situation, a montré la dynamique d'une situation. Il s'avère qu'il y a un entomologue, non? On dit celui qui s'occupe des insectes, non? Entomologiste, bon, là, et en allemand. Bon. Et alors, donc, en japonais, c'est on-ha-ha, croyez-moi. Et alors, donc, il y a le on-ha-ha qui, avec son petit filet, il est en train de faire un on-ha-ha, attraper des papillons et des petites bêtes.
dans une sorte de désert, non? Il y a des dunes, un paysage très... Tu l'as vu, toi, non? Alors, un paysage très aride, non? Très sec, archi sec, archi sec. Le japonais, c'est un mec de Tokyo, un citadin qui se balade pour capturer des petites bêtes. Voilà. Et à un moment donné, il y a comme une petite tempête de sable, pas énorme, mais il ne voit plus rien, et poum, tombe dans un puits. Tombe dans un puits, et quand la tempête se calme un peu, il voit que dans ce puits-là, il vit une femme, la femme de sable. Et alors il dit, bon, mais la femme lui donne un peu d'eau, je sais pas quoi, bon, etc. Et le mec lui dit, ouais, mais moi, il est très désagréable parce que lui, c'est un citadin, il voit cet être un peu bizarre, entre paysan, clochard, qui est là. Il sent aucun type d'empathie pour la bonne femme, il est très désagréable et il veut partir. Et la femme ne dit rien, mais on voit que c'est un peu bizarre, non? Alors lui, il cherche par où partir, il ne trouve pas. Et il essaye d'escalader, il retombe. Et la femme reste là, très très soumise, très tranquille, ne dit rien. Lui, il se fâche, il la maltraite un peu la femme, non? Comment on sort, jusqu'à qu'elle lui dit, on ne sort pas. Quoi? Dit le mec, comment on ne sort pas? Non? Moi, je suis de Tokyo. Non? Je suis de Tokyo. Ceci est un accident. Ça, je souligne ça. Parce qu'effectivement, l'homme substantiel, l'homme occidental, pense que tout ce que comme je me sens une essence, non, je suis égal à moi-même, même, non pas m'émetter, hein, c'est la différence entre même et m'émetter, je suis une substance, tout ce qui m'arrive c'est un accident, je reste le même. Alors, qu'est-ce qui fait un petit bourgeois intellectuel, scientifique de Tokyo, dans un trou, avec une bonne femme un peu clocharde? C'est un accident. Et alors il fait ce qu'il fait l'occidental. Il se fâche. Il veut sortir. Sa compagnon de fortune, ça la merde, non? Parce que l'autre a l'air soumise là. Et lui, non, bon, peut-être toi tu es une clocharde qui vit là, mais moi je suis d'ailleurs. Non? Moi je suis d'ailleurs, c'est le fantasme occidental par excellence. Hein? C'est-à-dire, ce qui m'arrive aurait pu ne pas m'arriver. Hein? Sartre, il a payé très cher la simplicité avec laquelle il a dit ça. Il était un peu provoque, non? Moi, je l'aimais beaucoup, mais il était un peu provoque, parce qu'il va dire, dans une guerre, il n'y a pas de victimes innocentes. Vous imaginez, sortez de la guerre, l'Holocauste, Hiroshima, Nagasaki, il n'y a pas de victimes. Alors, l'occidental, il va dire, la bombe qui est tombée à côté, qui m'a blessé pour toute la vie, c'est un accident. Ça veut dire quoi un accident? Ça veut dire ce qu'il dit japonais. J'aurais pu être ailleurs. Mais j'aurais pu être ailleurs exige qu'il y ait un moi substantiel, vous comprenez, qui pourrait être ailleurs. Si nous ne sommes pas des substances, tout ce qu'on nomme des accidents, ce sont les événements qui nous constituent. Alors bon, les japonais, ils n'avaient pas lu Sartre, rien à voir. L'auteur, oui, parce que c'est existentialiste, c'est ce qu'ils vont me montrer. Alors les japonais, ils disent, c'est un accident. C'est un accident, je ne veux pas. Vous voyez? C'est comme les gens qui disent, la mort c'est un accident. C'est un accident. Et c'est un accident, ça veut dire, substantiellement, c'est pour ça que j'appuie, substantiellement, ça veut dire, ça aurait pu ne pas arriver. J'aurais pu être autre, ailleurs. Le problème, c'est que si tu n'es pas une substance, tu ne peux pas être ailleurs. Tu n'es que là où les événements et le processus qui te constituent sont là. Bon, alors la femme dans les sables, les mecs se révoltent, je sais pas quoi, et ils voient qu'ils viennent des gens de l'extérieur qui leur disent il faut remplir des sacs, des seaux de sable et les monter. Non? Alors lui, pas du tout, il se fâche, je sais pas quoi. Bon. Alors il ne donne plus à manger, la femme commence à crever de faim, il ne donne plus d'eau surtout, commence à crever de soif, et tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas les donner. Donc, bon, bref, je vous conseille de voir le film, que ça doit être trouvable. Et les mecs se révoltent, jusqu'à qu'à un moment donné, les mecs, oui, bon, ils commencent à être un peu gentils avec la femme, il n'y a pas une histoire d'amour, mais bon, moi,
ils font l'amour, etc. Et la femme tombe enceinte et ils viennent la chercher en urgence pour l'amener quelque part pour accoucher. Et ceux qui viennent la chercher en urgence oublient l'échelle, non? Et les mecs avaient trouvé une façon de faire sortir par capillarité de l'eau du sable, par exemple. Ils avaient construit un tas de choses, non? Là, en construisant le rapport, c'est très intelligent, le rapport avec la femme et avec les sables. Il connaît des choses du sable, vous comprenez? Vous vous rappelez Spinoza, c'est-à-dire le soleil et les méchants. Oh, j'ai construit un deuxième genre de connaissance. Je connais par les causes. Alors, le sable n'est plus méchant. Il connaît par les causes, comment on sort le... Et avec la femme, non? Donc, il arrive ce jour-là fondamental dans lequel, comme ils sont partis en courant pour faire accoucher la femme, ils oublient l'échelle. Alors lui, il voit l'échelle, il monte, il commence à marcher, et vous imaginez, il se rend compte que lui, il est l'homme des sables, non? Que lui n'est pas un entomologue, des entomologistes de Tokyo, que lui, il est ce qu'il est devenu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est ce qu'on devient. Hein? Et effectivement, il est sculpté par la mémoire des mecs de Tokyo, les biologistes, etc. Mais il avait tissé tellement de liens avec quoi? Avec la situation trou. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui va montrer les cinéastes, et ce que montre la petite nouvelle avec Ovo, c'est une idée de situation. Mais la situation n'est pas les trous. Vous comprenez? Attention. La situation, c'est pas parce qu'il y a les mecs de Tokyo qui tombaient dedans, la bonne femme, les sables, etc. Non, la situation émerge quand effectivement, au-delà de ce qui est chacun, mais chacun, j'entends le sable, la femme, les trous, les mecs. Quand tous ces éléments-là s'agencent pour donner une existence. Et qu'est-ce qui fait les mecs, vous imaginez? Ils retournent dans les puits. Parce qu'il est devenu puits. Vous comprenez? Il est devenu l'homme des sables. Non? Alors... C'est quoi, c'est quoi dans un autre genre, le pont d'Arrière? Absolument, oui, tout à fait. C'est d'autres exemples qu'on avait donnés avec Bastien. Tu peux rappeler le titre, la titre femme, du film. La femme des sables. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, j'expliquais un peu en large en travers parce que, justement, il y a un virage fondamental, que ce n'est pas que les mecs passivement fait partie d'une situation. Vous comprenez? Pas du tout. C'est parce qu'il agit avec les sables, avec les gens qui viennent chercher les seaux, avec la femme, vous comprenez? C'est dans cet agir qui émerge une situation. Alors c'est tellement intelligent parce qu'on pourrait penser au départ que la situation est définie par les périmètres du trou. Et avec Ovo, il montre que non. Parce que le mec s'en va du périmètre, mais il est l'homme des sables dans son antériorité. Vous comprenez? Il est homme des sables. Il est constitué, il est devenu homme des sables. Non? Alors, là, dans ces cas-là, avec Ovo, je vais finir avec ce qu'on va commencer la prochaine fois. Dans le cas de la femme des sables, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas les mecs de Tokyo, c'est pas la femme, c'est pas l'eau qu'elle arrive à faire sortir, c'est pas ce qu'ils arrivent à cuisiner. Bon, il y a tout un truc comme ça, non? Il devient une partie et des éléments de la situation. La femme est une partie de la situation. Le sable est une partie de la situation. Le trou, ce qui vient. Donc, ce qui va agir à un moment donné, ce qui va émerger une résultante qui unifie dans l'agir toutes ces parties. Mais ce qui se passe, c'est que les parties ne préexistent pas en tant que parties. Les parties deviennent partie de la situation
quand émerge la résultante. Si vous voulez faire un peu une simplification pour comprendre, on peut dire que les éléments, on peut considérer qu'ils ne sont pas capturés encore. Il y a des éléments qui ne sont pas encore capturés. Les éléments se constituent en partie de la situation quand la résultante, vous voyez, elle est contemporaine. La résultante qui unifie les parties et l'émergence des parties sont contemporaines. Nous pouvons dire, des fins pédagogiques, si vous voulez, comme ça pour être très clair, qu'il y a des éléments qui, à un moment donné, par une coémergence simultanée, en devenant partie, produisent la résultante qui les rend partie à la fois. Vous voyez? Alors, qui agit? Ce qui agit est la situation. Ce qui agit est la situation. Ce qui agit est la résultante. Les éléments n'agissent pas, bien entendu. Les parties participent de l'agir, mais participent de l'agir par la résultante. Alors, 2 ou 3 mots par rapport à par où on continue la prochaine fois. Et au fait, agir, c'est important de voir que dans les sagesses d'Extrême-Orient, des non-agir, les non-agir, paradoxalement, revient exactement à ce que nous nommons agir, hein, dans la philosophie, je veux dire. Parce que les non-agir des sagesses veut dire, disons, qui agit, en parlant là dans les sagesses bouddhistes ou taoïstes, non? Qu'est-ce que ça veut dire l'agir qu'il faut éviter? L'agir qu'il faut éviter, on revient avec le trou, non? Un agir fou, non, l'agir il est toujours fou pour la sagesse, pour les grandes sagesses. C'est quoi l'agir? Les mecs, ils essayent de sortir du trou. Les mecs se fâchent avec la japonaise. Les mecs renversent l'eau à un moment donné parce qu'ils deviennent fous. Les mecs, voilà, ça c'est agir pour la sagesse orientale. Vous comprenez? Agir, ça signifie vouloir être sujet à tout prix. Vouloir être sujet de ce que te dépasse, de ce que tu ne peux pas maîtriser. Les non-agir, et quand tout à coup les mecs commencent à trouver une façon de s'agencer, pour parler comme Spinoza et Deleuze, n'est-ce pas? C'est agencer avec la terre, c'est agencer avec la terre, sable, pardon, c'est agencer avec la femme, c'est agencer à ce qui vient chercher, vous comprenez? Avec le soleil, parce qu'il calcule des choses par rapport au soleil, il fait toute une construction très ingénérile à la fois. Alors, il n'agit pas, d'un point de vue de la sagesse, quand il arrête de s'agiter, vous comprenez? Et quand il passe du premier genre de connaissance, hein, je connais simplement par quoi, c'est que je pâtis, hein, passivement, c'est que je subis passivement. Il passe du premier genre de connaissance à un deuxième genre de connaissance, qui est connaître par les causes. Il passe de ça m'arrive à ça arrive. Hein? C'est ce qu'on va développer un peu la prochaine fois. On va noter pour une fois que la prochaine fois on développe vraiment ce qu'on a dit. Alors, je résume un peu. Vous savez que chez Spinoza, il y a 3 genres de connaissances. Le premier genre est le genre de la non-connaissance absolue. Je ne connais que passivement. Le soleil me brûle, le soleil est méchant. Dans la psychologie humaine, le premier genre de connaissance a une particularité très forte, qui est la névrose. C'est-à-dire que quand je connais par le premier genre de connaissance, je donne à l'autre, je prête à l'autre, je projette sur l'autre une intentionnalité. Hein? Le soleil, il est méchant parce qu'il me brûle. Ou le soleil, il est gentil parce qu'il me réchauffe. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au premier genre de connaissance, je suis absolument dans l'imaginaire absolu, en train de créer des rapports tout à fait magiques qui tentent de me consoler de mon incompréhension. Au deuxième genre,
je me désubjectivise. C'est pour ça que j'ai dit, la vie n'est pas quelque chose de personnel. Au deuxième genre, je ne suis plus, moi, l'épicentre. Au deuxième genre, je fais partie de la multiplicité qui existe. Je fais partie de la multiplicité. Je m'agence. Mais alors là, si au premier genre, je m'agite, au deuxième genre, je permets qu'il y ait une action. Alors pour le dire dans les mots de la sagesse orientale, le non-agir, le non-s'agiter, c'est ce qui permet l'action, ils vont dire. Vous comprenez? Nous, dans des termes occidentaux, on va dire ne pas s'agiter, c'est ce qui permet un agir. Mais cet agir-là n'a rien à voir avec l'agir qui condamne la sagesse, vous comprenez? Cet agir-là, c'est une action de la situation. La situation va agir ou la situation va procéder à une action qui est l'action d'unification des éléments qui la composent, des éléments et parties qui la composent. Et la prochaine fois, alors, on va voir un tout petit peu la question de la liberté. Parce que ce qui agit, agir signifie donc sortir de la dynamique matérielle de l'agrégat dans lequel tout est mécanique. Hein? Une pierre qui tombe, l'exemple de Spinoza et de l'autre, non? Une pierre qui tombe n'est pas en train d'agir. Une pierre qui tombe suit des lois mécaniques, ce que nous appelons des lois mécaniques, suit une réalité mécanique de tomber, n'est pas en train d'agir. La question c'est quelles sont les entités qui peuvent agir. Nous on a oublié, parce qu'on les lit tous, mais on a tous oublié. Pour Descartes, les animaux et notre corps sont seulement des ensembles mécaniques, n'agissent pas. Hein? C'est ce qu'en philosophie on appelle un en soi. Un en soi, c'est ce qui existe de forme mécanique. Pour Descartes, et encore pour pas mal de nos contemporains, hein, c'est-à-dire les animaux, il dit Descartes, c'est de la pure mécanique. Et notre corps est de la pure mécanique. C'est fantastique, tout, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez lu en terminale les discours de la méthode, tous les délires qu'il y a sur la circulation du sang par rapport à la thermodynamique, non, qui monte parce qu'il fait chaud et après descend parce que c'est froid. Bon, il a pris un acide, René. Alors, au fait, l'idée, c'est quand même effectivement qui agit. Quelle est l'instance qui agit? Dans les mondes cartésiens, dans tous les autres mondes, ce qui agit est celui qui donc agit non mécaniquement. Vous comprenez que ce n'est pas comme la pierre. Celui qui agit est celui qui possède une autonomie pour agir non pas comme conséquence d'une cause extérieure, contraint par une cause extérieure, sinon qui est capable d'être, ce qu'en latin veut dire la chose, causa sui, être cause de soi. Alors, qui agit? Eh bien, il agit Dieu ou les divinités, parce qu'ils ne sont pas motivés par une cause mécanique. Dieu agit, pourquoi? Ils vont dire, les théologues du Moyen-Âge, Dieu agit, pourquoi? Parce que Dieu, il est infini. Comme il est infini, il contient tout ce qui existe. Aucune cause extérieure peut le contraindre pour la simple raison qu'il n'y a pas de cause extérieure. Vous comprenez? Bon. Pour l'individualisme occidental, celui qui agit est l'individu. Eh bien, nous allons aller maintenant vers qu'est-ce qui agit? C'est la situation. Et pour cela, nous faisons une opposition tout à fait spinoziste. Vous vous rappelez que Spinoza, il va dire contre Descartes et contre toute idée de libre arbitre, il va dire la nécessité ne s'oppose pas à la liberté. Au contraire, il va dire. Et libre, c'est lui qui agit d'après sa nécessité. Mais, comme tous les autres, il ne fait pas une différence entre agrégat et organisme. N'est-ce pas? Parce qu'il va dire toute entité qui agit d'après sa nécessité est libre. À la fois, il va dire une pierre n'est pas libre parce qu'elle agit mécaniquement.
Mais ça ne les mène pas à la conclusion de la singularité du vivant, vous comprenez? Il ne développe pas la singularité du vivant. Il dit, la pierre n'agit pas parce que c'est mécanique. Alors, qui agit? Qui agit? Agit celui qui est cause-suite. Alors, nous allons aller vers la situation pour essayer de comprendre cette position phénoménologique, spinoziste, dans laquelle nous disons, eh bien, est libre, hein, c'est lui qui agit d'après sa nécessité. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est cette nécessité, qu'est-ce que c'est cette liberté d'un point de vue de la complexité. Parce que vous imaginez bien que si moi je me dis simplement est libre, c'est lui qui agit d'après sa nécessité, le pervers, hein, sadique, qui tue, on dit, mais voilà, lui il agit d'après sa nécessité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne nécessité, une mauvaise nécessité. Bon, nous on va parler de ça, on va essayer d'avancer dans une conception situationnelle de la liberté, qui sans doute, c'est ce que, bien qu'il ne développe pas comme ça, c'est sans doute ce qui permet d'énoncer à Deleuze quand il dit il n'y a pas de liberté, il n'y a que des actes de libération. Hein? Donc il n'y a pas d'hommes ou de femmes libres, il y a des actes de libération qui ne sont pas forcément individuels, vous voyez. Je participe à un acte de libération, ou quelques parties qui me composent participent à un acte de libération. Dans le sens, non pas des grandes chansons de libération, dans le sens d'agir d'après sa nécessité. Et on va essayer de comprendre effectivement les rapports politiques, éthiques et philosophiques, les conséquences politiques, éthiques et philosophiques la prochaine fois, de qu'est-ce que ça signifie agir d'après sa nécessité d'un point de vue éthique et politique. N'est-ce pas? Bon, voilà. Alors, la prochaine fois, c'est les 14, mercredi 15, pardon, mercredi 15 avril. Alors, je vous annonce déjà pour les gens qui sont en Zoom, pour vous, et ceux qui nous suivent par YouTube, que si Christian veut bien le faire, on a déjà l'annonce des journées qui s'organisent à la Bourse du Travail, Anarchie et Pédagogie. Il y a 2 journées, début mai, les 4 et les 5 mai, Anarchie et Pédagogie. Et parmi les gens qui vont participer, il y a 2 amis argentines qui ont fondé des écoles en autogestion dans lesquelles il y a des gamines de la rue, des femmes mères seules, des sans-toit, et que c'est vraiment une expérience très 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 puissante, non, qui a beaucoup du mal à exister avec Milei en ce moment. Et parmi d'autres, il y a d'autres gens, mais moi d'une façon chauvine.